éléments sont du CPMC, du Centre Pierre-Marie Curie, et ce sujet ne va pas vous paraître un peu à l'improviste. Nous sommes au mois d'octobre, donc on parlera du cancer du sein. Nous avons fait exprès de choisir une population cible de spécialistes en oncologie. Pourquoi? Parce que nous avons ici, vous avez ici avec vous, chers participants, d'éminents enseignants, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui connaissent même le terrain. Donc il faudra profiter au maximum. Ce n'est pas une formation Agdabak, ce n'est pas des paroles, mais c'est un partage de connaissances, c'est un apport, c'est un partage d'expérience aussi. Alors soyez attentifs et je vais donner la parole à notre coordinatrice, le professeur Kerboua, qui va animer et qui va coordonner cette action de formation. Merci professeur. Merci beaucoup, docteur Gogem. Et comme à chaque fois, vous ratez aucun rendez-vous pour parler du cancer, que ce soit pour les spécialistes ou les généralistes. Et franchement, nous sommes très contents de participer à ces formations supportées par le ministère de la Santé. Donc, l'emploi du temps, donc c'est à peu près, moi j'ai vraiment 2 minutes juste pour vous parler un peu de l'épidémie du cancer du sein, vous donner surtout les chiffres en Algérie, parce que franchement, c'est un cancer qui ne fait qu'augmenter, c'est une véritable exponentielle, et vous allez le voir à travers les chiffres, d'une part, et puis d'autre part, on a quand même des spécificités algériennes. D'ailleurs, on vient de publier, on va publier un papier très bientôt et vous allez voir un peu l'évolution et les changements de ce cancer chez la femme algérienne. Et puis mes trois collaboratrices, donc professeur Sami qui est la chef d'unité Séno, professeur Difi qui est dans l'unité sénologie du service, ainsi que le docteur Aziz, donc qui font exclusivement que le sein. Vous partagez avec vous toutes les nouvelles, les nouveautés et les nouvelles innovations dans la prise en charge du cancer du sein en Algérie et ailleurs, justement, pour voir un peu où est-ce que nous en sommes. Donc, quelques chiffres. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est un véritable problème de santé publique, hein, le cancer du sein, pas qu'en Algérie, mais dans le monde. Chez nous, c'est une augmentation permanente avec quand même des taux de mortalité qui restent élevés, même si malheureusement nous n'avons pas un registre de la mortalité. Donc, il y a eu un papier récemment pour un papier qui parlait de la mortalité par cancer dans la région MENA, c'est-à-dire l'Afrique du Nord y compris. L'Algérie ne figurait ni dans les plus mortels ni dans les moins mortels parce que tout simplement nous n'avons pas de registre de mortalité, mais un projet, je pense que d'ici l'année prochaine, on va le mettre en route avec l'INSP et le ministère. Par contre, depuis le dernier plan cancer, on a pu mettre en place un réseau national des registres des cancers et les premières publications, c'était en 2015 où on a enregistré pour uniquement le cancer du sein 10 744 nouveaux cas. C'est une particularité un peu en Algérie, même dans les pays du Maghreb, hein, par rapport aux pays africains et les pays occidentaux et américains, ça reste quand même l'apanage de la femme jeune. Ce réseau donc a démontré, bon ça je veux pas vous faire peur, mais quand même il y a eu des cas, c'est exceptionnel à partir de 10 ans, avec une incidence qui augmente à 15 ans, mais le maximum il est atteint entre 45 et 49 ans, et un âge médian en Algérie qui était de 47 ans. Donc si on voit les statistiques, on est quand même dans une place intermédiaire entre les pays industrialisés et les pays arabes, mais ça reste le premier cancer de la femme. Après 2015, il y a eu donc en 2019 toujours le réseau national des registres du cancer et le sein était de loin le premier cancer de la femme algérienne. Donc on est passé de 10 000 à presque 11 500 nouveaux cas.
avec une incidence de 62,1 pour 100 000 habitants et un âge médian de 47 ans. Le deuxième cancer, c'est le cancer colorectal. Et puis, voyez là la différence de taux entre 11 500 et 2 500 les cancers colorectaux, la thyroïde 1140, le col 846 et l'ovaire 641. Ça veut dire que le sein se détache de loin des autres localisations chez la femme. Ensuite, il y a eu les données du réseau Est et Sud-Est de 2020 et 2021. Et là aussi, regardez, on est le nombre de nouveaux cas. Donc en 2020, il est de, mais ça c'est uniquement le réseau Est et Sud-Est, hein, c'est pas toute l'Algérie. Donc uniquement Est et Sud-Est, c'était 5300 en 2020, 2021 5500 et avec un taux brut de d'incidence toujours entre 61,3 et 61,8. Il représente 46, presque 47 à 45 à 47% de l'ensemble des cancers, uniquement donc au niveau de l'Est et le Sud-Est, et avec une incidence qui est en train d'augmenter, standardisée, qui est de 70,2 pour 100 000 habitants. Les derniers chiffres, donc c'est le réseau national 2022. Là aussi, regardez, mais ça c'est vraiment toute l'Algérie. Donc rappelez-vous, on était à 11 000, 12 000, 10 000, 12 000 et là on est à 13 161 nouveaux cas avec un taux d'incidence brute de 58,8 pour 100 000 habitants et puis il représente 46% des cancers féminins. On est à peu près à 50%, ça veut dire qu'une femme sur deux atteinte de cancer, c'est un cancer du sein. Donc là, vraiment, les incidences sont énormes. Si on voit le réseau Est et Sud-Est, c'est 62,9 pour 100 000 habitants. En Algérie, ça fait 58,8 pour 100 000 habitants. Même constatation pour le réseau Centre et Sud-Centre. Et réseau Ouest et Sud-Ouest, toujours on dépasse les 50 pour 100 000 habitants. Alors, le seuil de l'âge qui devrait être, ça c'est toujours la question qui revient, qui devrait être considéré comme un âge jeune, n'est pas en fait très bien défini dans la littérature, donc il varie de 35 ans à 45 ans. Et parmi en tout cas les nombreuses définitions, on retient la plus constante qui est un âge, une femme âgée de moins de 40 ans, donc ça veut dire que c'est un cancer du sein de la femme jeune. C'est une entité qui présente quelques particularités et qui nécessite une prise en charge un peu différente puisqu'il y a un enjeu socio-psychologique dans l'après-cancer. Donc, si on prend en tout cas dans le monde, ce cancer de la femme jeune, il représente que 7% des cas de cancer dans le monde. En 2018, on a recensé 191 000 nouveaux cas dans le monde et 32,425 en Europe. En Algérie, la proportion est beaucoup plus importante et vous avez vu, c'est un âge médian de 47 ans jusqu'à 2020-2021. En tout cas, il y a eu cette étude qui a été faite par nos collègues anatomopathologistes. Il y a quand même, je pense que c'est en 2014, et vous allez voir un peu l'évolution récemment. C'est qu'entre 30 et 39 ans, les femmes atteintes de cancer du sein représentaient 17,2%, et entre 40 et 49 ans, elles étaient à 37%. Près de 20% des cancers de la femme algérienne sont diagnostiqués avant l'âge de 40 ans, donc ce qui n'est pas du tout négligeable puisque c'est quand même 20% de l'ensemble des cancers du sein. Et je finis avec ce papier donc qui va être publié au San Antonio, c'est au Texas, début décembre 2025. Donc c'est le 7 ou le 8 décembre 2025. En fait, c'est une étude rétrospective qu'on a fait avec plusieurs services, donc qui a été dirigée par la Société algérienne de formation en oncologie et de la recherche en oncologie. Donc on a touché
pratiquement tous les services, mais pas que, hein, il y a des services qui n'ont pas participé, du moins des petits services. Donc, on a pu recenser 6044 patientes, donc atteintes en une année, atteintes du cancer du sein en Algérie. C'était des patientes qui ont été diagnostiquées en 2024. Il y a eu 23 centres qui ont participé. Et la surprise, et d'ailleurs on l'a remarqué dans nos hôpitaux, hein, dans nos séries, on est passé de l'âge médian de 47 ans à 52 ans. Mais il existe des extrêmes entre 20 et 86 ans. Donc là aussi, il y a un changement peut-être de profil, parce que même dans les séries, on est hospitalière, on est à 52, 54 ans. 60% des patientes étaient en post-ménopausée, donc étaient ménopausées. La majorité des cancers ou des nodules ont été détectés par l'autopalpation, d'où l'importance de l'autopalpation, 67% quand même. Et pour le dépistage par mammo, il y avait uniquement 4% qui étaient dépistés pendant justement les campagnes ou par mammographie. Le sein gauche, on le retrouvait, c'était 50-50%, donc à peu près 49%. Le sein droit, 48%. Il y avait quand même 2,76% qui avaient une atteinte bilatérale. On a l'habitude de les voir. Donc, le type histologique carcinome infiltrant, donc c'est le plus dominant, ce qu'on retrouve dans la pratique et dans la littérature, presque 80%. Les grades 3 étaient de 19,33%. Alors dans le sein, je pense que mes collègues vont en parler. Vous avez les onco connaissent, il n'y a pas un seul cancer du sein, mais il y a au moins 3, maintenant peut-être 4. Donc il y a les luminales AB, il y a le HER2, il y a le triple négatif et maintenant là, les HER low et ultra low, etc. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que les luminales, c'est-à-dire ceux qui ont les RH positifs, sont les plus fréquents. Les récepteurs hormonaux, les HER2 positifs, 20%, et les triples négatifs, presque 12%. Alors, la taille tumorale, et ça c'est bien parce qu'avant, pour trouver des T1, c'était rare. Et maintenant, d'ailleurs, on est passé de la taille qui était au départ entre 7 et même 9 cm il y a quelques années, hein, dans les années 90. Maintenant, on est entre 3 et 5 cm. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu des efforts de la part donc de tous les acteurs de la santé, que ce soit les professionnels, les politiques, etc., pour améliorer justement ce diagnostic qui, de plus en plus, on aimerait qu'il soit précoce pour éviter justement, pour améliorer la survie et éviter tous les traitements par la suite. Ensuite, les formes avancées, on les a trouvées, donc qui ne sont pas inflammatoires, bien sûr, on les a trouvées dans 21,56%. Voilà, je reviens. Et les formes inflammatoires qui restent exceptionnelles, hein. En général, c'est plus des formes négligées que de véritables formes inflammatoires qu'on a retrouvées dans 4,74%. L'invasion, donc l'infiltration ganglionnaire, les N0, on les a trouvés dans 36,87%, ce qui est très bien, hein, c'est quand même un progrès. Les N3, ils restent quand même, ils sont là, mais ils sont quand même moindres puisqu'on est à 3,54%. Les métastases à distance au moment du diagnostic, franchement, ça rejoint vraiment nos séries. On les retrouve entre 10 et 15% des patientes. Ça veut dire qu'elles viennent d'emblée métastatiques. Et la médiane, le temps médian pour commencer le traitement, il est quand même lent puisqu'on est à 50 jours entre le diagnostic et le début du traitement. Donc là, je vous ai donné vraiment c'est le résumé, je vous ai donné les points importants qui ressortent
de cette étude et par la suite, on est obligé de faire d'autres et de comparer et de voir un peu l'évolution. Donc, un mot sur le dépistage. Donc, il faut savoir que dans les pays occidentaux, le dépistage, le programme dépistage est organisé chez les femmes entre 50 et 74 ans sans symptômes. Donc, le dépistage. Professeur, vous avez, le son. Reprenez cette plaque. D'accord. Donc, j'ai dit, est-ce que là, vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous entend. Très bien. Donc, je disais un mot sur le dépistage, hein, surtout on verra les particularités. Donc, dans les pays occidentaux, le dépistage est organisé pour les femmes entre 50 et 74 ans. J'ai dit qu'il s'adresse à des femmes cliniquement saines. En Algérie, il n'y a pas de dépistage organisé dans le sens où c'est pas systématique de partout. Donc, c'est plutôt un dépistage individuel qui est recommandé à partir de l'âge de 40 ans. Et la mammo couplée à l'échographie, elle permet de détecter des cancers de petite taille. Cette mammo est limitée par la notion de la densité mammaire chez les femmes jeunes, donc de moins de 40 ans, et l'exploration radiologique des seins denses est difficile en raison de difficultés techniques de détection et de caractérisation des lésions avec comme conséquence une diminution de la sensibilité de la mammographie. C'est pour ça, déjà à 40 ans, on couple avec l'échographie. Et pour la particularité des femmes jeunes, d'abord, le dépistage va être orienté pour les femmes jeunes, donc à risque, antécédents personnels et ou familiaux, lorsqu'on a une mutation génétique qui est connue, et ces femmes qui ont en fait ces facteurs de risque devraient être dépistés à partir de l'âge de 25 ou 30 ans. Et c'est pas la mammographie puisque c'est des femmes jeunes, les seins sont denses. L'échographie, elle permet pas de détecter certaines lésions malignes. Donc, c'est l'IRM qui est devenu l'examen clé chez les femmes jeunes à haut risque. Et plusieurs études ont montré la supériorité de l'IRM chez ces femmes jeunes par rapport à la mammo et à l'échographie. Donc, je finis par parler. On ne peut pas parler de cancer du sein, donc familial ou génétique chez les femmes jeunes. Il y a deux gènes, le BRCA1 et 2, qui codent pour les protéines qui ont des rôles majeurs dans la réparation de l'ADN et donc ils agissent comme des gènes protecteurs ou suppresseurs de cancer. Et il y a des personnes qui ont ces mutations au niveau de l'un des deux gènes et quand il y a une mutation, il y a un risque beaucoup plus important de développer un cancer du sein et des ovaires. D'où l'intérêt, et ça je lance un appel pour qu'il y ait des consultations oncogénétiques, ne serait-ce que pour faire le dépistage précoce, de mettre l'IRM, de parler de la place de l'IRM. Si on peut faire des tests génétiques, on devrait les faire, donc lancer des plateformes pour faire le BRCA1 et 2, même si ça se fait, par exemple, au CPMC, parce qu'il y a une thèse, mais c'est très lent, c'est des techniques manuelles, donc on aimerait que ça soit fait par de la biologie moléculaire ou les NGS. Et puis, quand ce gène est muté, parce qu'il n'y a aucune réglementation jusqu'à l'heure actuelle, proposer, pourquoi pas, un traitement prophylactique chez ces femmes jeunes. Donc, en conclusion, on peut dire que la prise en charge du cancer du sein, surtout chez la femme jeune, a connu une évolution majeure au cours de ces dernières décennies. Ce qui est important chez les femmes, les jeunes ou même les moins jeunes, c'est la phase après cancer, d'où l'intérêt qu'il y ait un accompagnement familial et psychologique, l'importance d'une coordination entre les différents médecins qui s'occupent de ces patients. Et je peux dire qu'il n'y a pas un service où il n'y a pas de réunion de concertation pluridisciplinaire pour le sein. L'importance de l'oncogénétique et puis on devrait faire encore plus d'études épidémiologiques pour ressortir la spécificité du cancer du sein chez la femme algérienne. Et je vous remercie. Merci, professeur.
Il faut Comment que vous voulez qu'on procède? Est-ce que vous voulez qu'on procède par des questions ou est-ce que vous voulez continuer la deuxième communication, ensuite reprendre non, je pense qu'on continue et on fait un débat global, c'est plus intéressant. ok, Sinon, on va perdre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de nouveautés dans le traitement. Il faut que j'arrête برك le partage. vous arrêtez le partage. Euh, Chers participants, notez vos questions, vos remarques. Si vous avez des choses une expérience à partager, notez-la. Profitez de l'occasion. Là, c'est Samy. Ah, très bien. Oui, oui, oui. Bonjour, professeur Samy. Bonjour. Alors, bonjour à tous. Donc, je remercie professeur Kerboua pour sa présentation. Donc, il a un petit peu introduit le cancer du sein avec l'épidémio et elle a bien dit qu'il n'y a pas un seul type de cancer du sein, mais qu'il y en a plusieurs. Et donc, on va commencer avec le cancer du sein HER2 positif. Alors, comme vous le savez, comme vous êtes oncologue, la définition de l'HER2, donc de cette expression ou du cancer HER2, va être faite donc, par le pathologiste, essentiellement sur l'immunohistochimie. Et c'est les cancers HER2 3 croix avec un marquage circonférentiel intense et complet de plus de 10% des cellules. Sont inclus également les cancers du sein HER2 positifs équivoques, mais qui vont être amplifiés par technique d'hybridation in situ. Alors, le cancer du sein HER2 positif a été pendant longtemps considéré comme un cancer de mauvais pronostic. C'est ce que montre cette étude qui a en fait comparé la survie à 5 ans des patientes HER2 négatives et des patientes HER2 positifs et qu'on voit bien que chez les patientes HER2 positifs, la plupart vont rechuter dans les 5 ans qui suivent le diagnostic. Mais l'avènement des thérapies ciblées anti-HER2 a considérablement amélioré le pronostic de ce type de maladie. Comme vous le voyez, le trastuzumab ici en situation adjuvante pour une durée d'une année a permis de réduire le risque de rechute d'environ 34% et également le risque de décès d'environ 36%. Donc, on va commencer d'abord avec la prise en charge du cancer du sein au stade précoce. Et là aussi, comme vous le savez, les facteurs pronostiques, ce sont toujours les plus simples. D'abord, c'est la taille tumorale. Et comme le montre cette slide, plus la taille tumorale va augmenter et plus la survie sera réduite. Et le deuxième facteur important aussi, c'est l'atteinte ganglionnaire. Et là aussi, plus le nombre de ganglions touchés est important et moins bonne sera la survie. Donc, ces deux facteurs pronostiques ont également été retrouvés dans cette méta-analyse qui a porté essentiellement sur les cancers du sein HER2 positif. Et comme vous le voyez, il y a 3 facteurs de mauvais pronostic qui ressortent. Là aussi, c'est la taille tumorale, l'atteinte ganglionnaire et le statut des récepteurs hormonaux. Donc, à partir de ces deux facteurs les plus importants qui sont la taille tumorale et l'atteinte ganglionnaire, on va définir 2 groupes de patientes. On a d'abord le groupe de patientes à faible risque de rechute et le groupe de patientes à haut risque de rechute. Donc, quelles sont les patientes à faible risque de rechute? Ce sont bien sûr les patientes avec une petite taille tumorale et sans atteinte ganglionnaire. Donc, toutes les tumeurs de moins de 2 cm sans atteinte ganglionnaire. Alors, bien sûr, c'est des petites tumeurs sans atteinte ganglionnaire, donc à faible risque de rechute. Donc, le traitement de première intention va être chirurgical. Le plus souvent, ça sera un traitement par tumorectomie plus ganglion sentinelle. Mais quel traitement systémique va suivre cette chirurgie? Alors, cette étude APT pour adjuvant paclitaxel et trastuzumab a permis une désescalade thérapeutique pour ce type de patiente. Donc, c'est une étude qui a inclus des patientes sans atteinte ganglionnaire avec de petites tumeurs de moins de 3 cm. Elles ont reçu donc après chirurgie 12 cycles de paclitaxel hebdomadaire avec du trastuzumab et le trastuzumab bien sûr a été poursuivi jusqu'à une année.
Alors, cette étude montre que ces patientes ont un excellent pronostic à 3 ans, à 5 ans et même plus longtemps à 7 ans, avec une survie libre sans maladie de 93,3% et également un intervalle libre sans rechute qui est excellent de 97,5%. Donc, ces patientes à faible risque de rechute vont recevoir donc un traitement avec un seul anti-HER2 qui est le trastuzumab et puis une seule molécule de chimiothérapie, donc sans anthracycline, avec le paclitaxel. Et bien sûr, les patientes qui vont avoir des récepteurs hormonopositifs, on va les mettre sous hormonothérapie au moment où on termine la chimiothérapie. Le deuxième groupe de patientes à haut risque sont les patientes donc avec des tumeurs, des tailles tumorales plus importantes et ou avec une atteinte ganglionnaire, donc 2 cm et plus et ou atteinte ganglionnaire. Et bien sûr, chez ces patientes, le traitement de première intention va être un traitement néoadjuvant. Vous allez me dire quel est l'objectif de ce traitement néoadjuvant? Ça va être la réduction de la taille tumorale, permettre un traitement conservateur. Oui, c'est des objectifs, mais en fait, l'objectif principal, c'est la réponse histologique complète. Pourquoi? Parce que cette réponse histologique complète va être corrélée à une meilleure survie sans rechute et également une meilleure survie globale. Donc, c'est ce que montre cette méta-analyse. Vous voyez que les patientes qui sont en réponse histologique complète ont eu une meilleure survie sans événement et également une meilleure survie globale. Et la différence est bien sûr significative. Donc, l'objectif principal du traitement néoadjuvant dans la maladie HER2, c'est l'obtention d'une réponse histologique complète. Alors, la première étude qui a évalué les anti-HER2 en néoadjuvant, c'est l'étude NOAA. C'était donc il n'y avait que le trastuzumab. Et donc, on a comparé une chimiothérapie seule à une chimiothérapie plus trastuzumab en néoadjuvant. Et l'objectif principal de l'étude était la réponse histologique complète. Comme vous le voyez, comme c'était attendu, donc les patientes qui ont reçu un anti-HER2 ou le trastuzumab avec chimiothérapie avaient une taux de réponse histologique complète de 43% versus 23% pour les patientes qui ont reçu une chimiothérapie seule. Et bien sûr, cette réponse histologique complète était corrélée à une meilleure survie. Avec l'arrivée du pertuzumab, il y a eu l'étude, cette étude Néosphère qui a randomisé des patientes dans 4 bras. Dans le premier, elles ont reçu le standard qui est le trastuzumab plus chimiothérapie. Dans le deuxième, le double blocage. Dans le troisième, les deux thérapies, seules sans chimiothérapie. Et dans le dernier, le pertuzumab, donc sur le trastuzumab avec le docétaxel. Et là aussi, l'objectif principal était la réponse histologique complète. Et comme attendu, donc le taux de réponse histologique complète le plus important a été obtenu dans le bras, double blocage plus chimiothérapie. Et ce taux de réponse histologique complète était aussi bien élevé aussi bien dans chez les patientes plutôt RH positif et chez les patientes RH négatif. Et bien sûr, la survie sans progression était meilleure chez les patientes qui n'avaient pas de reliquat tumoral. La deuxième étude qui a évalué le double blocage en néoadjuvant, c'est l'étude TRAIN, mais cette fois-ci, l'objectif principal de cette étude était la safety cardiaque. Donc, c'était son objectif principal. Donc, on a comparé dans cette étude des protocoles à base d'anthracycline à des protocoles de chimiothérapie sans anthracycline. C'était le protocole trastuzumab, carboplatine, pertuzumab et taxane. Et là, comme attendu, donc vous voyez que les taux de réponse histologique complète les plus importants étaient dans les 2 bras qui ont reçu le double blocage avec trastuzumab et pertuzumab. Mais en fait, en termes d'efficacité, il n'y avait pas de différence entre les protocoles avec chimiothérapie, avec anthracycline et les protocoles sans anthracycline, bien sûr avec une toxicité cardiaque moindre
pour le protocole de chimiothérapie sans anthracycline. Donc, ce qui est conseillé aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est qu'on peut utiliser, lorsqu'on utilise seulement le double blocage, il est autorisé d'utiliser une chimiothérapie sans anthracycline, sauf pour les patientes à très haut risque de rechute. Les anthracyclines sont toujours quand même d'actualité. Alors, après le traitement néoadjuvant, bien sûr, nos patientes vont être opérées. Et puis, après cette chirurgie, on va voir notre compte-rendu opératoire et on va être face à deux situations. La première situation, on va être face à une malade qui a eu une réponse histologique complète. Et la deuxième situation, on va être face à une malade qui a quand même un résidu tumoral qui persiste après le traitement néoadjuvant. Donc, la conduite à tenir ne va pas être la même. D'abord, on commence avec les patientes qui sont en réponse histologique complète. On se dit qu'on ne va pas changer une équipe qui gagne. Donc, logiquement, on va maintenir le même traitement. Mais on s'appuie sur quelle étude? Bien sûr, on va s'appuyer sur les résultats de l'étude Affinity qui a randomisé donc après chirurgie des patientes entre deux bras, entre le bras standard qui était chimiothérapie plus trastuzumab plus placebo et le bras expérimental double blocage avec trastupertu et chimiothérapie. Et là, l'objectif principal était la survie sans maladie invasive. Et là, comme vous le voyez, dans la population en intention de traiter, on a eu quand même une amélioration de la survie sans maladie invasive à 3 ans, à 6 ans et à 8 ans. Si on prend par exemple à 6 ans, on a un bénéfice absolu de 2,8% en faveur du double blocage et qui a été maintenu à 8 ans. Mais lorsqu'on s'intéresse donc aux différents sous-groupes, on voit bien que les patientes sans atteinte ganglionnaire, il n'y a aucune nécessité à rajouter le pertuzumab au trastuzumab. En revanche, chez les patientes avec une atteinte ganglionnaire, l'ajout du pertuzumab permet d'améliorer le pronostic des patientes avec un taux de survie à 8 ans qui passe donc de 81% à 86%, donc avec quand même un bénéfice absolu d'environ 5%. Chez les patientes RH positifs, chez les patientes donc en fonction plutôt du statut RH, la première analyse avait montré qu'il y avait une différence entre les récepteurs RH positifs et les récepteurs hormononégatifs, mais avec un suivi plus long, on voit bien que la réponse ou l'amélioration de la survie avec le double blocage est indépendante du statut des récepteurs hormonopositifs. Donc, le double blocage est meilleur que le trastuzumab seul, que les récepteurs soient positifs ou négatifs. Par contre, la survie globale, donc les résultats donc ne sont pas encore matures, mais il y a quand même une légère tendance en faveur du double blocage. Maintenant, on passe aux patientes qui ont une maladie résiduelle. Et là, ces patientes, on doit se dire que finalement, le traitement néoadjuvant n'a pas été efficace et qu'on devrait penser à un autre traitement qui devrait en fait améliorer la réponse de nos patientes. Donc, pourquoi les patientes? Pourquoi? Parce que les patientes, si on leur continue le même traitement à 2 ans, donc aux environs de 2 ans, ces patientes vont rechuter. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir des cellules quand même qui sont résistantes au traitement, qui vont se développer par la suite. Il faut savoir que l'évaluation de la réponse histologique d'une manière générale doit être idéalement évaluée par la RCB ou The Residual Cancer Burden qui définit 4 groupes de patientes. Les RCB 0, c'est la réponse histologique complète. RCB 1, il y a un reliquat tumoral qui est minime, mais comme vous le voyez, la survie se rapproche vraiment des RCB 0. Le RCB2, c'est un résidu tumoral qui est modéré et le RCB3, donc, qui reste vraiment de la maladie. Et on voit bien que si on peut améliorer le pronostic des patientes, on va certainement améliorer le pronostic des patientes RCB1 qui vont probablement, avec un meilleur traitement en adjuvant, rejoindre le pronostic des patientes RCB0 et également les RCB2. Mais bon, on va toujours avoir des patientes qui vont avoir un mauvais pronostic et probablement rechuter. Ce sont le groupe de patientes RCB3.
Alors, l'étude de Catherine a justement évalué donc cette situation de maladie résiduelle et elle a randomisé des patientes pour recevoir le trastuzumab, donc sans changer le traitement en adjuvant. Donc, c'est le traitement qu'elles ont reçu en néoadjuvant. Et il y avait dans cette étude aussi un certain pourcentage de patientes qui avaient reçu du trastuzumab et du pertuzumab. Et dans le deuxième bras, elles ont reçu du TDM1 pour 14 cycles. Et là aussi, l'objectif principal était la survie sans maladie invasive. Alors, pour ce qui est de l'objectif principal, le TDM1, bien sûr, a été meilleur que le trastuzumab, il a permis de réduire le risque de survie sans événement de 50% après un suivi médian de 41 mois. Et la majorité des rechutes étaient des rechutes à distance avec une réduction de l'incidence de ces rechutes, y compris les rechutes sous forme de métastases cérébrales dans le bras TDM1 comparé au bras trastuzumab. Et bien sûr, le TDM1 était efficace, comme vous le voyez, dans les différents sous-groupes. Alors, en fonction du traitement néoadjuvant, on avait dit que la plupart des patientes avaient reçu du trastuzumab, mais il y avait certains, 18% quand même des patientes qui ont reçu du trastuzumab et du pertuzumab. Et là aussi, la réponse, le TDM1 en adjuvant était meilleur, quel que soit le traitement néoadjuvant qu'avaient reçu les patientes. Donc, notez que même chez les patientes qui ont reçu du pertuzumab, trastuzumab, le TDM1 a amélioré de manière significative la survie avec un gain de 10,5% en termes de taux de rechute sans maladie invasive. Pour ce qui est de la survie globale, là aussi, les données ne sont pas encore matures, mais les résultats supportent là aussi le TDM1 comparé au trastuzumab, mais bien sûr, il faut un suivi un peu plus long. Un mot sur l'étude Extenet, qui est quand même une étude assez ancienne par rapport à celle que je viens de citer. C'est une étude qui a randomisé des patientes qui ont fait HER2 positif, qui ont terminé leur première année, donc leur année de trastuzumab, donc elles ont fini tout le traitement. Et puis ces patientes, ce sont des patientes à haut risque, qui avaient une atteinte ganglionnaire ou une maladie résiduelle après le traitement néoadjuvant. Et ces patientes ont été randomisées pour recevoir un placebo ou alors pour recevoir un an de nératinib. Et cette étude a montré que l'ajout donc d'un an de nératinib était efficace, en particulier dans le groupe de patientes RH positives, comme vous le voyez, une amélioration de la survie, des taux de survie qui passent d'environ 87% à 91%. Donc, à partir de ces différents résultats, voici donc l'algorithme de traitement du cancer du sein HER2 positif au stade précoce. D'abord, le groupe de patientes à faible risque, petite tumeur sans atteinte ganglionnaire, c'est chirurgie suivie donc d'un traitement à base de paclitaxel plus trastuzumab. Et bien sûr, parfois on a de mauvaises surprises, on peut tomber sur un compte-rendu ANAPAT qui montre finalement que la patiente n'était pas N0 où la taille tumorale dépasse un petit peu les 2 cm. Là, à ce moment-là, on va aller en adjuvant vers une escalade thérapeutique. Pour les patientes à haut risque de rechute, on commence par un traitement néoadjuvant avec une chimiothérapie avec ou sans anthracycline qui sera suivie d'une chirurgie. Et puis, le traitement dépendra en adjuvant de la réponse histologique. Elle est en réponse histologique complète. On continue avec le trastuzumab plus pertuzumab pour une durée d'une année, mais il faut faire attention si la patiente était initialement N0, et ce qu'avait montré l'étude Affinity. Donc, il n'y a pas lieu de continuer avec le double blocage, mais on va continuer avec le trastuzumab seul jusqu'à une année. Par contre, si la patiente n'est pas en réponse histologique complète, bien sûr, on va la mettre sous TDM1 pour 14 cycles. Et les experts recommandent de proposer aux patientes RH positifs, ces patientes bien sûr à haut risque de rechute, on peut leur proposer du nératinib pour une durée d'une année.
Alors, les recommandations nationales rejoignent un petit peu, c'est pratiquement vraiment la même chose, c'est les mêmes recommandations, que ce soit pour le stade 1, pour les stades 2 ou 3. Et il faut savoir je pense que le nératinib arrive bientôt en Algérie, donc il n'y a aucune différence pour les recommandations nationales et internationales. On passe au cancer du sein au stade avancé et métastatique. Alors, vous savez que les premières études avec le trastuzumab, il y avait deux études de phase 3 qui avaient comparé chimiothérapie à chimiothérapie plus docétaxel ou alors chimiothérapie plus paclitaxel. Et ces études avaient montré une amélioration considérable de la survie, sans rechute, mais également de la survie globale. Et c'était vite devenu le standard en première ligne. Mais avec l'arrivée du pertuzumab, il y a eu l'étude Cléopatra qui avait en fait randomisé les patientes naïves de traitement pour leur maladie métastatique entre deux bras. Dans le premier, c'était le traitement standard, donc chimio à base de docétaxel et avec trastuzumab plus placebo. Alors, le bras expérimental, c'était le double blocage pertuzumab plus trastuzumab plus docétaxel. Et cette étude avait montré donc une amélioration considérable de la survie globale avec un gain absolu de 15,7 mois. Et c'est donc ces résultats qui sont vraiment très satisfaisants. Et en termes de survie sans progression, là aussi, il y avait un bénéfice absolu de 6,3 mois en faveur du bras pertuzumab plus trastuzumab. En termes d'effets secondaires, il n'y avait pas de différence entre les deux bras. Un peu plus de diarrhée, comme vous l'avez probablement constaté maintenant qu'on a le pertuzumab dans votre pratique. Un peu plus de diarrhée dans le bras pertuzumab que dans le bras placebo. En termes de toxicité cardiaque, eh bien, cette étude avait montré qu'il n'y avait pas de différence. On n'augmentait pas la toxicité cardiaque en rajoutant le deuxième anti-HER2 qui est le pertuzumab. Il y a eu cette étude Perius, qui est une étude de vie réelle, qui avait inclus des patientes, là aussi avec un double blocage, que ce soit avec le docetaxel ou avec le paclitaxel, qui avait montré aussi que les deux taxanes étaient efficaces et qu'il y avait également une amélioration de la survie sans progression et également de la survie globale. Et bien sûr, les recommandations vont dans ce sens. Le standard en première ligne, c'est le double blocage avec chimiothérapie. Et bien sûr, la chimiothérapie, ça dit essentiellement des taxanes, sauf s'il y a une contre-indication. Vous posez probablement la question des patientes, même si elles sont en première ligne avec des récepteurs hormonopositifs, pourquoi pas anti-HER2 et hormonothérapie au lieu d'une chimiothérapie? Eh bien, l'association hormonothérapie et anti-HER2, que ça soit donc avec le trastuzumab seul, il y a eu plusieurs études. Il y a eu par la suite l'étude PERTAIN et l'étude alternative avec double blocage plus hormonothérapie. Et là, cette slide va un petit peu vous montrer les taux de réponse avec l'hormonothérapie, avec le trastuzumab seul ou avec le lapatinib seul. On compare directement avec les taux de réponse qui sont obtenus avec la chimiothérapie. Vous voyez que en fait, la chimiothérapie est beaucoup plus efficace que l'hormonothérapie. Et bien sûr, là aussi, les recommandations disent que d'abord, l'association de l'hormonothérapie et les anti-HER2 doit être réservée à des patientes hautement sélectionnées. Ce sont le groupe de patientes, par exemple, vraiment très âgées ou qui présentent une contre-indication à la chimiothérapie. Et bien sûr, même si on va vers une hormonothérapie, il est important de privilégier le double blocage à un anti-HER2 seul. Bien sûr, ces recommandations émanent de cette étude PERTAIN qui a comparé l'hormonothérapie plus double blocage et l'hormonothérapie plus trastuzumab seul. Lorsqu'on regarde les caractéristiques des patientes, on voit bien que la plupart des patientes dans cette étude avaient déjà reçu une chimiothérapie d'induction. Donc finalement, on est surtout dans une hormonothérapie de maintenance pour la plupart des patientes, mais
on voit bien que l'hormonothérapie plus double blocage permettait d'améliorer aussi bien la survie sans progression que la survie globale. Donc, on peut dire que l'hormonothérapie de maintenance après chimiothérapie est faisable et permet d'améliorer le pronostic de la patiente. Et je pense que l'avenir des patientes RH positifs, HUR2 positifs, ça va être les anti-HUR2, hormonothérapie et probablement anti-inhibiteurs de CDK4/6. Et bien sûr, il y a eu beaucoup d'études positives, mais il faudrait attendre, avoir un peu plus de recul. Alors, avant de passer au traitement de deuxième ligne, je vous rappelle qu'il y a eu l'étude Destiny Breast 09 qui a été présentée lors du dernier ASCO. Cette étude est venue comparer au traitement standard qui est le double blocage plus taxane. Il y a eu deux autres bras. Il y a eu le trastuzumab deruxtecan plus pertuzumab et trastuzumab deruxtecan plus placebo. Et en fait, les résultats qui ont été présentés ont comparé les deux bras trastuzumab deruxtecan plus pertuzumab et double blocage plus chimiothérapie. Vous voyez que cette étude, le trastuzumab deruxtecan a permis d'améliorer de manière significative la PFS comparée au traitement standard. Et bien sûr, il faudrait attendre un petit peu, probablement que ce protocole va être le standard en première. On passe maintenant à la deuxième ligne et vous savez que le TDM1 a été pendant longtemps donc le traitement de choix en deuxième ligne après les résultats de l'étude Emilia. C'est une étude qui a inclus des patientes donc en deuxième ligne et qui a comparé le TDM1 à la capecitabine plus l'apatinib qui était jusque-là le traitement standard et l'objectif principal de l'étude était la survie sans progression et comme attendu, le TDM1 a permis d'améliorer la survie sans progression de manière significative avec une survie médiane qui est passée de 6 mois à 9 mois et également une amélioration de la survie, des taux de survie globale qui passe donc de 25 mois à pratiquement 31 mois avec les effets secondaires qui sont connus pour la capecitabine plus l'apatinib et les effets secondaires de TDM1 qui sont la thrombocytopénie, l'anémie et une légère augmentation des transaminases. Donc c'est un traitement donc, qui est très bien toléré chez nos patientes. Donc, mais le TDM1 aujourd'hui n'est plus le standard en deuxième ligne après les résultats de l'étude Destiny Breast 03 qui a comparé cette fois-ci le TDM1 au trastuzumab deruxtecan et comme vous le voyez, le trastuzumab deruxtecan a été beaucoup plus efficace avec, il a permis une réduction du risque de rechute d'environ 36% avec quand même un bénéfice absolu de 22 mois. Et aujourd'hui, le standard en deuxième ligne, c'est le trastuzumab deruxtecan. Parmi les effets secondaires qui font un petit peu peur, c'est la pneumopathie interstitielle qu'il faut surveiller de près. Voilà. Et dès qu'il y a une pneumopathie interstitielle de grade supérieur au grade 1, donc il faut arrêter le traitement. Alors, il y a une autre molécule très intéressante qui est le tucatinib, qui est un inhibiteur de la tyrosine kinase, qui a été évalué dans cette étude Heart2Clip chez des patientes qui ont reçu du trastuzumab, pertuzumab et TDM1. Donc, les patientes ont été randomisées pour recevoir placebo plus trastu plus capecitabine ou alors trastuzumab plus tucatinib plus capecitabine. Et la particularité de cette étude, c'est qu'on a inclus des patientes avec des métastases cérébrales, bien sûr contrôlées. Cette étude montre que le tucatinib a permis d'améliorer la survie sans progression et le risque de progression ou de décès a été réduit de 46% dans toute la population initiale et également le risque des décès a été réduit de 34% dans la population globale. Et lorsqu'on s'intéresse au groupe de patientes avec des métastases cérébrales, on voit bien que le risque de décès chez ces patientes avec métastases cérébrales a été réduit de 68% et également la survie globale a été
été amélioré, donc réduit de 40% chez les patientes qui ont reçu du tucatinib comparé aux patientes qui ont reçu le bras placebo. Et ce tableau résume un petit peu l'efficacité de tucatinib chez les patientes avec métacérébrale, que les métastases cérébrales soient actives ou soient stables. Donc, traitement très efficace chez les patientes avec des métastases cérébrales. Et ce tableau un petit peu résume les différents effets secondaires qui ont été retrouvés avec les deux bras de traitement. Au-delà de la deuxième ligne, donc c'est chez les patientes, idéalement les patients doivent avoir reçu la première ligne. En deuxième ligne, on a le trastuzumab deruxtecan et ou le tucatinib en fonction des situations. Donc au-delà de la deuxième ligne, on voit bien que là aussi le TDM1 peut être proposé. C'est ce qu'a montré cette étude Teresa, qui a inclus des patientes et qui ont reçu soit du TDM1 ou alors un traitement laissé au choix du patient. Et bien sûr, le TDM1 était meilleur que les autres traitements, que ça soit en termes de PFS qu'en termes de survie globale. Maintenant, le trastuzumab deruxtecan, même s'il n'a pas été donné en deuxième ligne, on peut également le proposer en troisième ligne. C'est ce qu'a montré l'étude Brest 02. On a comparé le le trastuzumab deruxtecan au trastuzumab et ou l'apatinib plus capecitabine. Et là aussi, le trastuzumab a été meilleur avec un gain absolu en termes de PFS de 11 mois, avec une réduction du risque de décès de 31%. Il y a eu également l'étude NALA qui a un petit peu montré la place du nératinib, mais là, vraiment, chez des patientes lourdement pré-traitées, on peut dire que quand même les taux de réponse étaient modestes avec le nératinib chez des patientes qui ont reçu plusieurs lignes de traitement. Le temps jusqu'à nécessité d'intervention sur les métastases cérébrales, parce que là aussi c'est une étude qui a inclus les patientes avec des métastases cérébrales, il a été quand même un peu plus lent chez les patientes qui ont reçu du nératinib. Alors, il y a aussi l'association du lapatinib capecitabine, c'est un protocole qu'on connaît, qu'on utilise. Ce traitement a été pendant longtemps le standard en deuxième ligne chez nous. On voit bien qu'il y a eu une amélioration de la survie sans progression. L'association lapatinib plus trastuzumab a été donc démontrée efficace comparée au lapatinib seul dans cette étude également. Maintenir une chimiothérapie chez des patientes qui étaient déjà sous trastuzumab, maintenir le trastuzumab échangé de chimiothérapie, ceci a été également montré dans cette étude avec quand même on a obtenu des taux de réponse qui sont pas donc la durée de réponse qui est passée de 5 mois à 8 mois. Et puis, il y a eu l'étude de Sophia qui a montré également l'intérêt du margetuximab chez des patientes qui ont reçu plusieurs lignes de traitement là aussi. Le margetuximab a permis une réduction du risque de progression et également une réduction du risque de décès. Un mot sur les métastases cérébrales. Vous savez que les métastases cérébrales sont fréquentes dans les cancers du sein HER2 positifs, mais il faut noter que le pronostic des patientes des patientes qui ont des métastases cérébrales dans la maladie HER2 est un très bon pronostic. Donc, je voulais juste vous préciser que même si on sait que beaucoup de patientes vont à un moment ou à un autre développer des métastases cérébrales, il n'est pas recommandé d'aller vers une IRM cérébrale d'emblée. Donc, il doit pas l'IRM cérébrale, l'imagerie cérébrale ne doit pas être demandée d'emblée. Et comme je disais que les métastases cérébrales du cancer du sein HER2 sont de très bons pronostics et c'est des patientes qui peuvent vivre très très longtemps. Donc, par exemple, pour le traitement local, qui est la radiothérapie, il serait idéal de privilégier la radiothérapie stéréotaxique pour pouvoir un petit peu réirradier les patientes plusieurs fois. Parce que quand on propose une radiothérapie encéphalique in toto, donc on condamne un petit peu la patiente, on réduit ses chances de pouvoir la réirradier.
Et puis, pour terminer, pour ce qui est du choix du traitement systémique, vous savez tous, c'est juste un rappel, lorsqu'il s'agit d'une progression cérébrale isolée, donc on maintient le même traitement, alors que lorsqu'on a également une progression autre associée, donc nous devons à ce moment-là changer le traitement. Voilà, donc je termine avec les recommandations, donc les dernières recommandations du NCCN de 2024. Première ligne, c'est Trastu, Pertu, docétaxel ou paclitaxel. En deuxième ligne, idéalement, c'est le trastuzumab deruxtecan parce que on sait aujourd'hui que même le trastuzumab deruxtecan est efficace même si on est devant des métastases cérébrales. En troisième ligne, c'est le tucatinib plus trastuzumab, plus capecitabine ou alors le TDM1. Et puis au-delà de la troisième ligne, nous avons plusieurs options de traitement. Pour ce qui est des recommandations nationales 2024, on peut dire qu'un petit peu en situation métastatique, on est un petit peu limité à cause de la disponibilité des médicaments. Donc le standard, heureusement, en première ligne, on est vraiment comme les recommandations internationales, c'est le trastuzumab plus pertuzumab plus taxane. Et en deuxième ligne, c'est le TDM1, puis au-delà de deuxième ligne, ça va être les différentes options en fonction des traitements qui sont disponibles. Je voulais juste vous rappeler que pour les recommandations nationales, là aussi, ils rejoignent les recommandations internationales pour l'hormonothérapie qui doit être réservée aux personnes âgées ou et personnes qui ont des contre-indications ou avec des rechutes vraiment tardive ou indolente. Et puis, on peut proposer des pauses thérapeutiques en cas de contrôle de la maladie au-delà de 3 ans si la patiente est vraiment demandeuse de cet arrêt de traitement. Et je vous remercie. Merci, professeur. Bon, c'était trop spécialisé pour moi, hein. Mais j'espère que nos chers participants auront beaucoup de questions et d'éclaircissements. Je ne sais pas. Je ne connais pas l'approche, je préfère me taire. Alors, professeur Kerbouan, Oui, je pense qu'on va passer à la troisième présentation du professeur Diffie. professeur Diffie, ok. Vous pouvez entre-temps commencer à noter vos questions, hein. Questions, constatations, à vous de voir. Vous avez là de bons enseignants, essayez de profiter. Ce ne sont pas seulement des enseignants, c'est des gens qui ont de l'expérience du terrain.